Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet, vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société, sans tabou et sans préjugés. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Lloyd Cherry et Marty de la chaîne La Séance de Marty pour une conversation autour de Dune, l'œuvre de Frank Herbert, mais plus particulièrement pour une conversation autour de ses adaptations, notamment au cinéma. Alors Lloyd, vous le connaissez, il est déjà venu sur la chaîne pour une interview, il est le créateur du podcast C'est plus que de la SF, que je vous recommande vivement. Il est également rédac-chef adjoint du magazine Métal Hurlant, que les amateurs de bande dessinée et de science-fiction connaissent bien. Et par ailleurs, j'avais aussi consacré une vidéo à sa bande dessinée Vertigéo, un récit post-apo et dystopique assez sombre, que là encore je vous recommande. Et Marty, donc, c'est le créateur de La Séance de Marty, une chaîne YouTube consacrée au cinéma, sur laquelle est paru il y a 2 mois l'Odyssée de Dune, une vidéo de plus d'1h30, à la qualité de production absolument dingue, consacrée à l'Odyssée cinématographique de la saga de science-fiction d'Herbert. Avec Marty et Lloyd, on a parlé principalement de cet aspect-là, de cette série d'ouvrages mythiques de la science-fiction, ses déclinaisons filmiques, en comparant notamment la version de David Lynch et celle très récente et en 2 parties de Denis Villeneuve. On s'est même attardé sur quelques détails de mise en scène qui ont leur importance. On a parlé aussi de notre première connexion et de notre rapport à la saga Dune en général, et de plein d'autres choses. J'espère que ça vous plaira, et donc sans plus attendre, voici ma conversation avec Lloyd Cherry et la séance de Marty. Alors Marty, Lloyd, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue dans Nouveau Paradigme. On va parler ensemble de Dune, et en particulier de Dune au cinéma. Voilà, ça va être un podcast très science-fiction et très science-fiction au ciné. Comme je vous l'ai dit en off, je vous aurais présenté dans l'intro, mais ce que j'aime faire avec mes invités, c'est que j'aime bien leur demander à eux de se présenter un petit peu, parce que on ne dit pas forcément la même chose. Donc voilà, est-ce que pour commencer, vous pourriez vous présenter l'un et l'autre? Peut-être, je ne sais pas si Lloyd, tu veux attaquer? Ça roule. Donc du coup, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est L'Œil de Chéri. J'ai 36 ans. Je suis rédacteur en chef adjoint d'un magazine qui s'appelle Métal Hurlant, qui est un magazine qui mélange la bande dessinée, la science-fiction et la pop culture. En parallèle, j'ai un podcast qui s'appelle C'est plus que de la SF, qui est un podcast hebdomadaire sur la science-fiction. Donc en fait, c'est une interview par semaine avec un auteur, un réalisateur, un scénariste, des dessinateurs. Enfin bref, ça existe depuis maintenant 5 ans. Il y a à peu près 270 épisodes. Et puis je fais aussi de la BD en tant que scénariste. J'ai publié Vertigéo chez Casterman en 2024 et j'ai eu le plaisir d'avoir Noé qui en a parlé sur sa chaîne. À toi de jouer, Marty. Ouais. Bonjour, je m'appelle Tom Marty, j'ai 36 ans et je suis créateur de la chaîne La Séance de Marty qui parle de cinéma sans concept vraiment particulier. Je pense que mon travail tourne surtout autour de la mise en scène, c'est ce que je préfère au cinéma. Donc voilà, j'ai voulu dédier une chaîne YouTube à la mise en scène, si possible en faisant de la mise en scène, avec des vidéos qui sont très visuelles parce que je suis infographiste, metteur en page et illustrateur de métier. Super. Voilà. Très bien. Et donc récemment, et c'est aussi la raison de cette conversation, récemment tu as publié, donc c'était quoi, il y a 1 mois et demi ou quelque Il chose y comme ça, a tu as publié une vidéo pratiquement sur Dune? ouais, 2 mois, pratiquement, c'est ça. 2 mois, ok. Donc Mhm. tu as publié cette vidéo, l'Odyssée de Dune, qu'en plus tu as projeté au Club de l'Étoile, si je ne m'abuse. C'est ça. On a fait 2 séances. C'était le 20 septembre dernier. Ok. Voilà, c'était Donc une une très vidéo belle que soirée. j'ai eu le plaisir de voir, qui est extrêmement réussie et passionnante, et qui Merci. donc motive effectivement cette conversation autour de Dune, puisque donc à côté, Lloyd, c'est quand même un peu le monsieur Dune français. Est-ce que pour embrayer un petit peu sur ce sujet de manière un peu large, vous pouvez me donner un peu votre rapport à la saga Dune? Comment vous l'avez découverte? Quel âge vous aviez? Par quels moyens? Est-ce que vous avez commencé par un film? Est-ce que vous avez commencé par les livres? Voilà, ça m'aurait intéressé de savoir comment vous aviez découvert Dune. Peut-être en Alors, commençant par toi, Lloyd, encore? ouais, moi j'ai commencé en fait en découvrant via les couvertures de Wojtek Siunmak. Ça a commencé comme ça. Alors peut-être Noé pourra faire de la post-production pour la partie vidéo et mettre la couverture. Mhm. Mon papa avait les romans Pocket de Dune qui étaient illustrés par Wojtek Siunmak. Et donc du coup c'était des illustrations très belles et en même temps très étranges. Et donc je devais avoir 7 8 ans quand j'ai vu ces illustrations-là et ça avait l'air d'être compliqué. Dune, ça avait l'air d'être mystérieux. Et c'était surtout validé par mon papa qui trouvait ça super. Et après, l'autre découverte avec Dune, ça a été donc quand j'ai vu le film de David Lynch, j'avais 10 ans. Je l'ai vu en été sur Arte, voilà, il le passait. Ça m'a motivé à lire le roman.
Et puis j'ai un peu oublié Dune pendant quelques années. J'y suis revenu en fait en dirigeant un ouvrage qui s'appelle Tout sur Dune. Alors, avant c'était le MOOC Dune. Il y a une deuxième édition qui s'appelle Tout sur Dune et là on prépare une troisième édition. Édition où j'espère qu'il y aura Marty à l'intérieur parce que vu la qualité de son travail sur Dune, ça mérite bien un article spécial Marty. Et du coup, moi j'ai percé en fait grâce à Dune, donc en faisant ce beau livre où j'ai réuni une centaine de personnes pour analyser l'univers, les personnages, les films, et avec une partie réflexion et une partie autour de l'œuvre et la personnalité de Frank Herbert. Et donc moi, ça m'a permis de percer en fait, et c'était ma première grosse expérience éditoriale que je menais solo. Et donc c'est aussi grâce à ça que j'ai rencontré Marty qui préparait sa vidéo sur Dune. Hmm. Et toi, du coup, Marty? Mon rapport à Dune, il est beaucoup moins érudit, beaucoup plus trivial. Moi, j'ai lu le premier roman Mhm. pour faire cette vidéo. Parce que moi, mon rapport à Dune était exclusivement à travers le prisme du cinéma. Et j'étais pré-ado et je suis allé chez des amis à mes parents, qui sont aussi des amis à moi, bien sûr. Et je suis tombé sur le DVD juste en dessous de leur télé. Et je leur ai dit, ah, c'est quoi ça? Ils m'ont dit, ah, ben, on te donne le DVD si tu veux. Nous, on a regardé le début, c'était un peu bizarre. C'était donc le Dune de David Lynch. Mhm. Et voilà, ils m'ont donné le DVD parce qu'ils ont dit qu'ils trouvaient ça un peu bizarre, un peu malsain. Et voilà, ils sont assez sensibles aux images. Alors, ils m'ont donné le DVD. Je suis rentré chez moi et j'ai vu. Et je me rappellerai toute ma vie du choc que ça a été de voir la scène avec le navigateur de la guilde dans son bocal au début qui dit des choses très cryptiques et voilà, j'étais complètement absorbé par cette scène et elle m'a jamais quitté. Je Mhm. comprenais rien évidemment à l'intrigue du film, mais j'avais déjà un rapport au cinéma qui se satisfaisait purement de la forme et j'étais pas curieux de décrypter de quoi parlait le film. Hein. J'étais vraiment bien dans cette atmosphère. J'avais l'impression d'être tombé sur un Star Wars confidentiel un peu trash, un peu creepy. Donc voilà, j'étais déjà un mordu de SF, donc je suis tout de suite tombé dedans et j'ai toujours eu une affection énorme pour ce film. Et après, ça m'a fait plaisir après quand on était après en 2013 et c'est là que le Fossoyeur de film a un peu commencé à se faire connaître sur YouTube et c'est là que j'ai découvert avec sa vidéo sur Dune et je me suis dit ah il n'y a pas que moi qui aime ce film parce que je savais que dans les sphères cinéphiles c'était quand même considéré comme un film raté même par David Lynch lui-même. Donc voilà, mais j'étais content ce jour-là de voir qu'il y avait quelqu'un qui adorait ce film autant que moi et Mhm. qui l'adorait dans son imperfection. Moi, j'adore ce film aussi parce qu'il est raté. C'est un des Mhm. sujets que j'aborde dans mes vidéos. Et donc tout ça pour dire que j'ai surtout ce rapport à Dune à travers le film de Lynch parce que moi, comme je vous dis, je me suis décidé à lire le livre une fois que j'avais décidé de faire cette vidéo. Donc Mhm. voilà. Après, je suis donc en 2021 allé voir le film au cinéma de Denis Villeneuve, donc la première partie d'une part 1. Et en sortant du cinéma, je suis allé à la Fnac et je me suis dit, bon, bah, du coup, comme j'avais prévu de faire une vidéo dessus, je suis allé à la Fnac pour acheter le roman. Et juste à côté du roman, il y avait donc une pile à la Fnac du livre de Lloyd Cherry qui s'appelle Tout sur Dune et je l'ai acheté du même coup. J'ai dévoré ce livre-là avant d'attaquer le roman et c'est là où j'ai vraiment dit, c'est en lisant Tout sur Dune et en le dévorant que je me suis dit, ouais, il y a quand même moyen de faire une très belle vidéo, très longue, très ambitieuse et ça reste encore aujourd'hui mon projet le plus ambitieux de toute ma carrière, quoi. Voilà. Mhm. Très bien. Donc merci à toi Lloyd. Alors, on va être amené à reparler justement de l'adaptation de Lynch, parce que je pense que j'ai un avis peut-être un peu différent de vous sur ce film. Avant ça, j'avais une question pour toi, Marty. Donc, ta vidéo, l'Odyssée de Dune, en fait, du coup, elle revient sur plusieurs décennies d'adaptation. Et j'aurais aimé savoir, donc plutôt une question spécifique sur les adaptations de Villeneuve. D'après toi, quelle est la spécificité de ces adaptations à lui? Bon, au-delà, évidemment, effectivement, il fait le choix de faire deux films pour un livre, qui est donc une approche différente par exemple, Lynch.
En termes de, justement de mise en scène, qui est quand même ce sur quoi tu te focalises le plus, quelle est la spécificité de l'adaptation de Villeneuve sur ce sujet-là, éventuellement comparativement à ce qu'a pu faire Lynch, voire même ce qu'envisageait Jodorowsky. Tu vois, en quoi est-ce que son traitement visuel, voilà, la gestion de la lumière, etc., sert le roman, ou dessert d'ailleurs le roman, comment tu vois ça? Bah, je vais avoir un avis qui est pas très heureux là-dessus, parce que moi je considère encore aujourd'hui que parmi les films les moins intéressants de la carrière de Villeneuve, que vraiment j'apprécie beaucoup, pour le coup, Mhm. même s'il est assez conspué dans les cercles cinéphiles, Mhm. je trouve que ces films les plus décevants sont ces Dunes, quoi. Bon, après, il y a ces deux premiers films qui sont vraiment pas très réussis, mais il le reconnaît lui-même, c'était plutôt des ébauches, donc un 32 août sur Terre et Maelstrom qui est assez incompréhensible et pas très, vraiment un film pas fini. Mais tout de suite après, je trouvais qu'il avait un ton très austère, et puis il y avait une débauche d'inventivité visuelle dans son cinéma. Voilà, moi je me rappelle avoir purement adoré Blade Runner 2049, même si le scénario était très mauvais, mais je me rappelle, en pur film de forme, je me suis complètement régalé. Je m'attendais vraiment à un choc, sachant que c'était le projet de sa vie avec Dune, et j'ai trouvé particulièrement Dune Part 1 très très timide, très âpre, très sans fulgurance. Vraiment, j'ai trouvé que c'était un film, voilà, il y avait un peu ronflant même, il y a vraiment un ventre mou au milieu du film qui est très... c'est pas un film que je prends plaisir à revoir. De toute façon, avec Denis Villeneuve, il y a souvent des petits détails. C'est surtout dans les petits détails que je l'apprécie. Il y a des fois des petites fulgurances, Mm. des petites trouvailles visuelles. Cette image du baron recroquevillé comme un insecte au plafond, ça fait Mm. partie des images que j'ai absolument adorées. Mhm. Mais sinon, voilà, c'est très timide, et j'étais bizarrement déçu, parce que je suis pas sorti de la salle indigné en me disant, ah, c'est quoi ce bordel. Mm. J'avais ce sentiment de, ah, il manque un truc, quoi. C'est une des métaphores que j'utilise dans mon écriture, dans la vidéo. C'est la viande est excellente, mais ça manque de sauce. Voilà, et on peut dire un petit peu ça du deuxième, même si le deuxième est vraiment plus satisfaisant, quoi. Il y a vraiment un sentiment de, quand on sort de la salle, moi j'avais le sentiment, voilà, d'une, comment dire, d'un truc entier. Ouais, j'en avais pour Mm. mon argent. J'étais vraiment heureux. Le film est plus débridé, il se laisse plus aller, il est plus inventif, il a plus d'ampleur, il a plus de souffle, il a un peu plus de tout, mais euh, comme pour les réserves qu'on peut avoir sur le Dune de Lynch, en fait, moi je comprends tout à fait les gens qui n'ont pas aimé, c'est ça que. Mais même avec les autres films de Villeneuve, hein, quelque part. Mm. Sauf enfin, certains films où je trouve qu'ils, comme Arrival, je comprends pas comment on peut ne pas aimer ce film. Si on aime la Mm. SF, je trouve que c'est un film fabuleux. Je me rappelle, Mm. ça a été vraiment un choc quand je suis sorti de la salle. Sicario, pareil, je trouve que c'était un pur film de mise en scène, mais vraiment incroyable, avec une histoire très bateau qu'on a déjà vu des centaines de fois, et on a le bide, on a la gorge serrée. Enfin, c'est vraiment un film très très fort, avec pas grand chose. Donc, moi, c'est ça que j'attendais de Villeneuve, c'est de faire énormément avec très peu, parce il adore l'épure, euh, il est dans cette logique du moins mais mieux. Ça veut dire qu'il y a très peu de choses à l'écran, et finalement il y a une composition dans l'image, il y a des choses qui marquent l'œil. Il a un sens de la composition qui est très très affûté, et puis voilà, c'est un peu, il a cet amour du design, de l'architecture, de cette chose qui fait étrangement autre, avec très 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 peu de choses, quoi. Il n'est pas Mm. dans l'accumulation. Et dans le Hollywood moderne, actuel, contemporain, c'est vraiment une manière de se démarquer que je trouve très fine, parce qu'on est aujourd'hui dans un cinéma qui accumule, qui est dans la surenchère d'effets, qu'ils soient visuels, ou même dans les mac painting, voilà. Le travail visuel est beaucoup trop surchargé au cinéma, et voir un film comme Blade Runner 2049, pour moi, ça faisait vraiment du bien. Même si Mm. tout le monde s'est contenté de dire c'est joli, mais c'est creux. Or oui, le scénario de Blade Runner 2049 était catastrophique, selon moi. Mais encore une fois, en termes de pur... puis il n'y a pas que l'image, il y a le sound design, il y a vraiment... il y a la musique, voilà.
c'est un très très bon formaliste, mais vraiment très très bon. Je pense qu'on parlera de lui encore dans longtemps. Bah, je suis très curieux de savoir ce qu'il va faire après Dune. Bon, il y a la partie 3, évidemment, que je suis curieux, qui n'est pas vraiment la partie 3, en fait, c'est Dune Messia. Hein, c'est pas la partie 3. Oui, c'est un autre livre. Voilà, c'est ça. Donc c'est un autre travail. J'espère pour lui que ça va être un autre travail et qu'on va pas être dans la pure continuité de Dune partie 2. Parce que je trouve que c'est un film qui a ses limites aussi. Enfin, voilà. Donc en termes de mise en scène, la question c'est qu'est-ce que j'attendais ou qu'est-ce que j'en pense? Non, c'est plutôt ce que t'en penses, ouais. Et quelle est la spécificité de Villeneuve par rapport à ce qu'on a pu imaginer ou entrevoir, on va dire, de Jodorowsky et à ce qu'on a pu voir de David Lynch? Ben, justement, je trouve que peut-être le projet était un petit peu trop gros pour Villeneuve, pour que il était peut-être un peu intimidé par ce qu'il avait à faire et qu'il a pas il nous a pas montré ce que c'était vraiment sa spécificité à lui. Il nous a fait un blockbuster où on reconnaît un petit peu sa patte, mais je pense qu'il était il était un petit peu tenu de faire certaines choses et de pas déborder, alors que j'ai l'impression que avec Villeneuve, plus le scénario est simple et concis, plus il peut se déployer, comme que ce soit Sicario, Arrival, voilà. C'est pas la meilleure œuvre à adapter dans ce cas-là. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est un défi monumental d'adapter Dune. Enfin, je veux dire, même en 2 films de 3 heures, donc c'est quand même des très bons films. Moi, je suis très content que ce soit sorti. Voilà, je vais pas cracher dans la soupe. Pour moi, c'est des très bons films. Puis en plus, ils ont tellement été mal reçus par la critique que je suis content de pouvoir rectifier ça à ma modeste échelle. Voilà. Rapidement, là-dessus, peut-être envie de réagir. Lloyd, toi, tu les vois comment, ces films de Villeneuve? Ah bah, grâce à ces films-là, j'ai vendu 10 000 exemplaires de plus, donc je suis Très prosaïque. je suis très reconnaissant. Non, moi, moi, je me rappelle quand j'étais à l'avant-première au Grand Rex pour le premier film, il y avait quand même un peu, je flippais un peu quand même, où je me disais, je sentais que ce serait bien, mais je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on va voir? Parce que le plantage était aussi possible. Moi, c'est des films que j'aime bien, que je pense qu'il faut voir. En fait, pour moi, j'aime bien les voir, les enchaîner tous les deux, parce que je pense que ça marche très bien quand on les enchaîne, la partie 1 et la partie 2. On verra pour la partie 3 sur le Messie de Dune. Je suis toujours surpris de voir le Villeneuve bashing. Je trouve, en France, en tout cas, je trouve que certains cinéphiles font vraiment la fine bouche. Et qu'il y a une espèce de sport de bâcher Villeneuve, alors que quand même, c'est un des rares à vraiment nous procurer du plaisir au cinéma. Enfin, Marty a très bien parlé de Premier Contact, qui est un film exceptionnel, qui est un des meilleurs films de SF de la décennie 2010 avec Interstellar et puis Mad Max, Fury Road. Donc c'est vrai que pour moi, Villeneuve, il fait vibrer. Et moi, bon, j'ai évidemment préféré la partie 2 où ça se lâche, où ça se libère, où on commence à voir aussi tout le côté messianique politique, qui est hyper intéressant dans l'œuvre de Herbert. Et puis on sent aussi que c'est fidèle. Enfin, moi, je trouve que les 2 films sont très fidèles au roman de Frank Herbert, et que plus ça avance, plus on sent que Villeneuve se lâche aussi, en termes d'action, en termes de séquences. Donc j'ai hâte de voir le 3, en fait, de voir si dans le 3 on va aussi assister à peut-être quelque chose d'encore plus épique. Après, ce qui est marrant, c'est que Villeneuve, c'est pas Peter Jackson, quoi. C'est-à-dire que si on pense à une trilogie qui a fait vibrer tout le monde et qui continue à être regardée à Noël, je pense que c'est Peter Jackson avec Le Seigneur des Anneaux. Et donc, il y a ce truc de générosité, de bataille, de séquence, de fanservice que tu as vraiment chez Jackson, que tu as pas forcément chez Dune, où il y a un côté quand même assez austère, où même les séquences de bataille sont comme dans le roman, donc ça veut dire très courtes. T'as pas 20 minutes de combat de Paul dans le désert en train de massacrer des Harkonnen. Il n'y a pas du tout ce truc-là. Donc c'est vrai que c'est assez marrant, parce que je pense que Dune, même si c'est un blockbuster grand public, c'est pas massivement grand public, comme pouvait être Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux. Ouais, je suis d'accord. Je pense que c'est très lié aussi à l'œuvre originale. Mais par contre, c'est marrant parce que, alors, on sera peut-être amené à en reparler, mais j'ai pas du tout le même. Je préfère largement la partie 1 à la partie 2, mais très très largement. Ah ouais, d'accord. Ouais. Mais bon, on sera peut-être amené à en reparler. Mais Ouais, ok. là-dessus, juste pour filer un petit peu cette comparaison entre l'adaptation de Villeneuve et la comparer un petit peu à celle de Lynch, c'est vrai que, enfin, les différences sont extrêmement marquées. Le film de Lynch, il a vraiment un côté Lynch très psychédélique.
qui sautent aux yeux. D'après vous, parce que je pense que c'est une question sur laquelle vous aurez peut-être pas forcément d'ailleurs exactement le même avis, mais d'après vous, est-ce que c'est comment dire, ce côté peut-être un peu plus réaliste de l'adaptation de Villeneuve, est-ce que c'est lié à peut-être des attentes perçues du public ou une évolution du cinéma peut-être, ou est-ce que c'est simplement un choix artistique? Est-ce que Lynch aujourd'hui aurait refait un truc complètement barré? Voilà, comment vous voyez, si vous deviez comparer spécifiquement ces deux-là, comment vous voyez ça? Vas-y Lloyd, je te laisse commencer. Ok. Déjà, je crois que Villeneuve aime pas du tout le film de Lynch. Et il s'est construit en opposition au film de Lynch. Ça se voit, Ouais, ça se voit. hein, d'ailleurs visuellement. Bon, moi, je suis comme Marty, hein. Le film de Lynch, je le défendrai à jamais. C'est un grand film raté. Il y a plein de choses exceptionnelles. Il y a plein de choses auxquelles Villeneuve, d'un point de vue visuel, n'arrive pas. Ça veut dire que l'armure des Fremen du Lynch reste pour moi l'armure des Fremen, quoi. À jamais, c'est cette armure-là. Mm. Il y a vraiment des partis pris chez Lynch, le côté néo-rococo, baroque, Mm. hyper science-fiction en fait, hein. C'est quand même tout l'imaginaire visuel du Lynch respire vraiment une SF un peu datée, mais un côté vintage que moi j'aime beaucoup. Euh, Ce que je trouve bien avec Villeneuve, enfin, et c'est une des grandes différences, c'est que quand même il s'est entouré d'un casting assez monumental, hein. Tout le monde, quand tu regardes ce que chacun a fait en termes de casting, tout le monde est des superstars, hein, de son domaine et a joué dans les plus grandes séries ou blockbusters de ces dernières années. Mhm. Ce que je trouve marrant, c'est qu'il a essayé de recréer une espèce de Rat Pack, entre guillemets, avec plein de jeunes cool. D'ailleurs, dans la promo de Dune partie 2, on était vraiment recentré plus du tout sur le réalisateur, mais vraiment sur Zendaya, Timothée Chalamet, et puis tous les autres seconds rôles très connus aussi. Mm. Et donc, il y a quand même un côté. Ce qui est marrant dans ce film, c'est qu'il y a une jeune génération qui est plus toute jeune que ça, mais qui est appréciée par les jeunes spectateurs qui sont dans ce film. Et donc, il y a un espèce de truc marrant c'est comme si tu avais une génération qui allait en remplacer une autre, Mm. donc quand on voit Dune. Et ça, c'est intéressant. Il s'est entouré de super acteurs très connus, où tout le monde, moi, je trouvais bon, hein, dans les deux films. Mais on voit qu'il y a quand même le duo Chalamet-Zendaya commence à se dégager aussi de ça. Et en même temps, il a réécrit les personnages. Villeneuve est un réalisateur féministe qui se dit féministe Mhm. et qui a totalement modernisé notamment la place des femmes dans le roman, et puis qui a gommé tout le côté un peu homophobe que tu pouvais trouver dans le roman. Globalement, dans le roman de Herbert, tous les Mhm. méchants sont gays, quoi. Mais Mm. ça, cette vision de l'homosexualité, c'est une vision assez datée des années 50-60, où globalement, le méchant, il est soit bisexuel, soit gay, mais voilà, ça fait partie ça, c'est un trait du méchant. Mm. De ne pas être normal et d'être attiré par un autre, par le même sexe. Moi, ce que je trouve un marrant dans Lynch, c'est qu'il pousse les potards. Ça veut dire que quand tu regardes le baron Harkonnen du Lynch, il y a vraiment un côté génial et délirant et méchant et grandiloquent. Et je pense que ce serait plus possible d'avoir un tel méchant comme ça maintenant. Mm. Et je trouve que d'ailleurs les deux visions des Harkonnen, du Villeneuve, qui se rapprochent plus de ce que voulait faire Jodo. Enfin, moi j'ai le sentiment qu'il y a un côté beaucoup plus gigerien, en tout cas dans le Ouais, ouais, visuel et complètement. l'esthétique du film de Villeneuve, que le côté un peu bouffon, grotesque, gore du côté de Lynch. Après, moi, ce qui m'a vraiment fait marrer, c'est que quand même, le Lynch a été conchié pendant des décennies. Enfin, moi, quand j'ai vu des cinéphiles dire, en fait, le vrai film de Dune, c'est le Lynch, je me suis dit, mais les mecs, pendant 40 ans, on a chié ce film, quoi. Faut jamais oublier ce truc-là, quoi. C'est un film qui est détesté, qui devait être une trilogie, qui en fait David Lynch n'assume plus du tout ce film. Il a retiré son nom du générique. La vraie version durait beaucoup plus longtemps. Et alors, elle est maintenant un peu retrouvée, mais on n'aura jamais la version intégrale des 5 heures, 4h30, 5 heures du film. Et du coup, je pense que ça a été un marqueur pour Lynch. Et tu posais la question de si Lynch faisait Dune en 2025. Je pense qu'il ferait un blockbuster non conventionnel, comme ce qu'il a fait avec Twin Peaks saison 3. Mm. Je le rappelle, dans Twin Peaks saison 3, tout le monde attendait au retour de Twin Peaks, donc Lynch allait se mesurer aux séries actuelles. Et en fait, Lynch fait une série expérimentale incroyable, mais ultra frustrante quand tu es fan de Twin Peaks, parce qu'en fait, bah, le fameux héros de Twin Peaks, tu le vois réellement faire du Twin Peaks dans l'avant-dernier épisode, 10 minutes en fin d'épisode. Et en fait, Lynch, ce qui est ça qui est génial avec lui, c'est qu'il a jamais voulu donner ce que voulait le grand public. Il a toujours voulu aussi aller à l'encontre. Donc je suis sûr que s'il avait vu le film de Villeneuve, et peut-être il a vu le premier parce qu'il était encore vivant quand le premier film est sorti,
je pense que ça l'intéressait pas vraiment. Hmm. Marty, qu'est-ce que t'en penses? Bah, déjà, qu'est-ce qu'il ferait aujourd'hui? Je pense qu'il le ferait pas, tout simplement, parce qu'il est devenu tellement puissant entre-temps. Il faut savoir aussi que pour Lynch, ça a toujours été une commande d'une, hein. Il n'avait pas lu le roman. Hmm. C'est Raffaella De Laurentiis qui a absolument tenu à ce que... Parce que c'était le projet De Laurentiis, en fait. Hmm. Donc c'était Dino De Laurentiis qui rachète les droits du roman, qu'il les donne à sa fille pour que elle soit la productrice du projet. Et c'est en allant voir, c'est en allant voir Elephant Man qu'elle tombe amoureuse du cinéma de Lynch et qu'elle dit c'est lui qu'il me faut Pour Dune. pour adapter Dune. Et lui n'avait pas lu le roman et en fait il était dans une passe où il n'avait pas de travail parce qu'il avait refusé de faire le retour du Jedi pour George Lucas et donc il avait il était un peu dans un sa carrière était au point mort quoi. Hmm. Donc il a accepté de faire Dune parce qu'il a compris un peu tard qu'il aurait peut-être pas dû refuser le retour du Jedi. Et au téléphone, Raphaël De Laurentiis, ou je sais plus qui, lui donne le nom du roman et lui il comprend mal avec le téléphone, il pensait que ça s'appelait June. Donc en fait il connaissait même pas le titre du June roman. comme le mois de juin? Oui c'est ça, voilà, il a Ok, cru que ça s'appelait d'accord. June. Je savais pas ça. Donc il a accepté en se disant bon ben, je vais adapter June, voilà. Bon, non, mais c'est pour vous dire à quel point il n'était pas dans le coup quoi. Et donc il a lu le roman après. Après il s'est vraiment intéressé au roman. Hein. Je dis pas ça Non, non, bien sûr. pour dévaluer ou minimiser son implication parce que après il s'est vraiment investi dedans. Tout ça pour dire que c'était pas son projet de cœur. Donc il a fait un film dans lequel il s'est investi, mais qui n'était pas une idée à lui. Donc je pense que tout simplement aujourd'hui il ferait pas Dune parce que c'est peut-être pas quelque chose je pense qu'à la fin de sa carrière, David Lynch a fait surtout ce qu'il voulait faire, des projets dans lesquels il se sentait plus à l'aise dans son univers. C'est un créateur d'univers. C'est pas quelqu'un c'est pas un yes man. Donc voilà, c'est aussi intéressant de se replonger dans les années 80 où parmi les yes man il y avait des immenses artistes. Ben voilà, quand on sait que typiquement qui devait faire le retour du Jedi, moi je trouve ça dingue comme anecdote quoi. Hmm. Enfin de choisir c'est comme ce que je dis dans ma vidéo, c'est comme si on avait demandé à Gaspard Noé de faire la suite d'Avatar. Enfin, je trouve ça délirant de se dire ce gars-là va réaliser un Star Wars. Enfin bref. Après, donc ça c'est pour répondre à cette question-là spécifiquement. Ensuite, la différence de traitement, oui, c'est évident que Villeneuve, même s'il aime le film de Lynch d'ailleurs, je pense qu'il aurait fait ce film-là. Après, il y a beaucoup de gens qui se plaignent justement en opposition du film de Lynch parce qu'ils ont que l'image. Quand ils pensent à Dune, ils pensent au film de Lynch. Donc ils pensent à de la science-fiction un peu sombre, ténébreuse, un petit peu voilà, gluante. Euh, comment dire, obscure. Et ils n'ont pas cette image du roman. Euh, Pas seulement écologique, mais très axé sur les éléments naturels. Moi, ce qui m'a frappé en lisant le livre, ça a beau être de la science-fiction, pendant 5 ou 10 pages, on vous parle de la sensation du sable sur la peau, de la sécheresse, enfin, on vous décrit par le menu le mécanisme d'une machine qui sert à filtrer l'eau. Donc c'est vraiment, on n'est pas plongé dans de la SF pure, quoi. J'ai pas l'impression. C'est vraiment très très basé et très centré sur les éléments naturels. C'est quelqu'un qui a une passion pour son sujet, et son sujet, il est vraiment purement écologique, je trouve. Alors après, oui, il y a de la politique et tout, mais ça m'a frappé en lisant le premier roman, de voir qu'on était autant focalisé sur des considérations purement physiques et purement ouais, d'un ordre écologique. Donc voilà, c'est un roman qui est fasciné par la planète qu'il décrit, à savoir Arrakis, qui est une planète aride, étouffante, où les conditions de vie sont pratiquement impossibles, et on se concentre beaucoup là-dessus, sur comment survivre sur Arrakis, plus que sur les imbroglios et les intrigues politiques qui se font en sous-main. Finalement, on nous assomme pas euh, avec plein de sous-intrigues qui se passeraient dans l'Imperium avec Padishah Shadam IV, le grand empereur, etc. Il y a ça, bien sûr, mais
je trouve que le roman ressemble, enfin le film de Villeneuve, les deux films de Villeneuve ressemblent assez bien au roman, finalement, dans la mesure où on se concentre sur Arrakis et qu'on perd pas de temps avec des intrigues annexes qui viendraient plus perdre le spectateur plus qu'autre chose. Donc je pense qu'il s'est concentré, d'ailleurs il l'a dit dans toutes ses interviews, Villeneuve, il s'est vraiment concentré sur Arrakis, sur la sensation de ce que c'est que d'être sur cette planète. Voilà. De ce sentiment de dépaysement et le côté, à quel point c'est difficile de survivre et de s'adapter à un tel environnement. Je pense que c'est là-dessus qu'il a misé, c'est là-dessus qu'il a mis l'emphase en fait de son projet. D'accord. Voilà. Et les navigateurs de la guilde, on les voit à peine, on les présente même pas, on les voit dans le fond. Moi, c'était une des choses sur lesquelles j'étais assez déçu. Quand on voit le film de Lynch et qu'on voit cette espèce d'énorme créature dans cet énorme bocal, on se dit, ça quand même, après avoir eu Arrival, je pense que Villeneuve, il va pouvoir se le réapproprier pour faire un truc à lui, mais un truc passionnant. Et finalement, non, c'est complètement quelque chose qu'il oublie, qu'il expédie. J'ai trouvé ça étrange, mais compréhensible parce que il n'a pas voulu s'éparpiller. C'est aussi un des trucs qu'on peut lui reconnaître, quoi. C'est, comme je vous dis, il n'y a pas cette sensation de surenchère, de surcharge qu'on peut retrouver dans énormément de blockbusters. Et donc lui, il a voulu, voilà, il a une idée, un fil, et il s'y tient. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un peu frustrant parce qu'on voudrait plus. Les films, les blockbusters américains sont tous plus généreux que les films de Villeneuve. Hein. Je veux dire, moi, quand les films de Villeneuve sont sortis, tout le monde a comparé ça à du James Cameron ou du Peter Jackson en disant, ouais, eux au moins ils savent donner, c'est généreux, il y a de l'empathie pour les personnages, on s'attache à eux, il y a plus d'action, il y a plus d'émotion, alors que les films de Villeneuve sont froids, arides, râpeux, rugueux. Et on s'ennuie parce que c'est aussi un des défauts qu'on a, un des principaux défauts surtout qu'on peut remarquer dans Dune partie 2, c'est que c'est très poseur, quoi. Je veux dire, Timothée Chalamet qui marche au ralenti. On peut comprendre les détracteurs qui comparent le film sans cesse à une pub Dior ou Chanel, parce qu'il y a quand même cet aspect-là on sent on sent qu'on plafonne très vite et que l'émotion et la noirceur du film s'arrête vite parce qu'on est trop occupé à montrer des beaux ralentis dans un désert quand même finalement assez propre. Voilà. Donc les défauts, moi je les entends, hein, les gens qui reprochent, même si effectivement, comme Lloyd, je souscris à ce qu'il dit et je trouve que vraiment expédier Villeneuve en disant qu'il fait des pubs pour parfum, c'est quand même vraiment faire la fine bouche. Et c'est mal connaître son cinéma aussi parce que c'est quelqu'un c'est un cinéma très organique, qui est très attaché aux éléments aussi. Il est c'est très visqueux, c'est très humide. Il y a vraiment un amour de ça. C'est un cinéma de fétichiste, un petit peu. Et donc voilà, je trouve pas que c'est un cinéma qui est propre. Voilà. Mais je peux comprendre qu'on lui fasse ce reproche. Mais justement, alors, pour qu'on s'arrête un petit peu sur des détails vraiment de mise en scène, c'est étonnant ce que tu dis parce que alors moi j'ai beaucoup aimé les adaptations de Villeneuve par beaucoup d'aspects, mais parce que je pense que le regard que moi je porte sur Dune est avant tout façonné par la lecture, parce que moi c'est comme ça que j'ai découvert la saga. Et donc forcément moi je me place pas dans un rapport de cinéphile, je pense, à ces œuvres, ce qui est sans doute une erreur, hein, mais je me place avant tout dans un rapport qui est celui d'un fan de l'œuvre, de la saga Dune, et de ce qu'on arrive à retranscrire à l'écran ou pas. Donc voilà, dans un rapport de fidélité au texte original, tu vois. Et je trouve qu'il y a un paradoxe dans ce que tu dis, parce que, quelque part, je suis tout à fait d'accord, ce que tu dis est vrai, il s'est focalisé sur Arrakis, et en même temps, je trouve que si je devais lui refaire un reproche, alors qu'encore une fois, j'ai bien aimé, hein, mais c'est qu'en fait, finalement, la dureté de la vie sur Arrakis est pas super bien retranscrite, justement parce qu'il y a ce côté un peu clipesque, un peu pub. Je trouve pas que, tu vois, on voit pas des moments de transpiration abondante, tu vois, ce côté très sale, parce que c'est très sale, je veux dire, porter une distille, c'est très sale, je veux dire, tu récupères l'eau de ton corps, sueur et urine comprise, qui est traitée dans ce vêtement, et qui ensuite tu rebois, et sans ça tu crèves, en fait, tu crèves en très peu de temps. Et c'est ce côté justement, alors je sais pas si clipesque c'est le bon mot, mais qui a été pointé du doigt et que tu mentionnais là par certains,
me semble être un peu raté de ce point de vue-là. Tu vois, je me suis pas dit, oh, ça a l'air terriblement dur de vivre sur Dune, à part à quelques moments. Tu vois, ça m'a pas marqué. Comment, est-ce que vous êtes d'accord déjà? Et comment vous l'expliquez si vous êtes d'accord? Pour répondre à ce que tu disais, c'est pas paradoxal, c'est effectivement, je pense que t'as raison, il a un peu raté ça. Mais par contre, là, ce que je voulais dire, c'est qu'il a voulu mettre l'accent là-dessus. Après, est-ce qu'il a réussi, c'est un autre sujet. Mm. Mais quand on voit, même quand on est attentif et qu'on voit le film et on voit les intentions de mise en scène, on comprend que c'est là qu'il a voulu aller. Et quand il le dit, il le passe son temps à le dire en interview, donc on a compris. Et c'est vrai que. Mais après, oui, effectivement, même dans le premier film, à la fin, quand il est avec sa mère dans le désert. Euh, je trouve que, d'ailleurs, c'est dans le premier film qu'il y a la scène la plus ratée de tout le diptyque, c'est quand il est dans la tente et que son père meurt, Mm. et que c'est vraiment ma scène préférée du roman. Mhm. J'ai halluciné là, quand il est sa mère qui pleure derrière lui et lui qui n'est pas touché par l'émotion parce qu'il est dans une sorte de transcendance où il se dédouble, il se voit lui-même, il est dans un. Mhm. Enfin, ça a été une des scènes les plus fortes du roman pour moi. Mhm. Et dans le film, enfin, ça se traduit par un Timothée Chalamet qui se met à trembler et à crier comme un gamin qui a cassé son jouet. J'ai trouvé ça très 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 mauvais. Donc tout ça pour dire que même si on sent qu'il est habité une, par l'envie de faire un film extrêmement ambitieux, bah, il réussit pas forcément. Le film plafonne assez vite. Oui, c'est pas pour m'acharner sur Mm. sur ce film, mais ouais, ouais. Mais par contre, oui, c'est sûr pour moi qu'il a voulu se concentrer sur Arrakis. Mais après, voilà, même visuellement, il y a des choses que je regrette énormément, comme par exemple ce ciel qui est constamment blanc ou assorti au désert. Donc on ne voit jamais le bleu du ciel, on voit jamais un décor. Alors, il a souvent dit qu'il voulait une esthétique un petit peu délavée parce qu'il voulait pas qu'on soit dans un désert de cartes postales où tout est très joli, etc. Bon, ça se comprend. Et en plus, on m'a dit dans les commentaires de ma vidéo que c'était justifié dans la diégèse parce que sur Arrakis, enfin que c'est dans le lore en fait de Dune qu'il est normal qu'on ne voit pas le bleu du ciel. Je sais pas, vous pourrez me dire vous deux si vous trouvez ça avéré, si vous trouvez ça pertinent. Mais moi j'ai beaucoup regretté, notamment parce que j'avais beaucoup en tête les illustrations de John Schoenherr, je sais pas si je prononce bien son nom, qui faisait des illustrations pour les couvertures des romans, où il y avait une sorte de. Le bleu du ciel était un bleu marine très foncé, et j'ai trouvé ça très prenant de voir ce ciel euh, euh, à la fois très lumineux et très bleu, mais en même temps presque foncé, avec un bleu très très atypique. Et quand je pensais à Dune dans ma tête avant, c'était comme ça. Je pensais à du sable assez clair, presque blanc, et un ciel très très bleu. Et là, de voir cette pellicule complètement plongée dans la javel où tout est désaturé, j'ai trouvé que c'était fortement dommage parce qu'on passe son temps dans un paysage désertique qui n'a finalement presque aucun relief, quoi. Il y a vraiment notamment dans la séquence dans le premier, qui vraiment pour moi est un film qui n'est pas marquant du tout. C'est vraiment peut-être un des plus mauvais films de sa carrière. La scène où ils arrivent en ornithoptère vers la foreuse et qu'il y a la première apparition du ver. À un moment donné, il y a une sorte de bosse dans le sable où on le voit apparaître, mais il n'y a aucun contraste dans cette scène. Elle est monochrome. Visuellement, c'est absolument pas marquant. J'étais très déçu en voyant ça au cinéma. Je me suis dit, ouais, là, le style de Villeneuve, c'est ce que je dis dans ma vidéo à un moment, son manque, comment dire, son manque de générosité confine au manque d'audace, quoi. Son sens de l'épure confine au manque d'audace. Voilà, je l'avais formulé comme ça, en disant, ouais, là, il y a vraiment pas assez. Pour un blockbuster ésotérique, c'est trop timide. Voilà. Ok. Vas-y, Lloyd, si tu veux réagir rapidement. En fait, bon, je pense qu'il y a eu un choix esthétique fait de la part de Villeneuve de proposer sa version de Dune. Et en fait, sa version de Dune, bah, on n'est pas dans quelque chose de crade ou dans quelque chose de. Mm. Voilà, c'est pas sa version esthétique de Dune, on est dans quelque chose de plutôt lisse. Souvent, on lui a reproché qu'il faisait froid sur Arrakis, parce qu'en fait, il y a une image assez froide, mais ça va bien avec son cinéma, puisque c'est, je pense, quelqu'un qui a un cinéma assez froid, en fait, Villeneuve. En tout cas, Marty a cité pas mal de films précédemment, je pense à Sicario, je pense aussi à d'autres films où c'est pas quelqu'un de.
Enfin, lui, je sais pas, il a l'air d'être très sympa, mais en tout cas, le cinéma de Villeneuve est pas ce que j'appellerais de chaleureux. C'est quelque chose de froid, de dur, de marquant. Enfin, je me rappelle encore de Prisoners. Voilà, tu sors de là un peu calmé, quoi. Donc, quand tu vas voir un film de Villeneuve, t'es marqué aussi par le côté conceptuel. Moi, le côté un peu crado, il l'a expérimenté avec Blade Runner. Je Mm. pense que c'est son film le plus, entre guillemets, cradingue, que j'aime beaucoup, hein. Bah, pareil, je défends 2049 à fond les ballons. Mais c'est vrai que sur Dune, il y a une autre vision. Qui est bon pour moi, qui c'est une variation. De toute façon, je pense vraiment que Dune, quand on y repense, il y a eu donc Alejandro Jodorowsky, David Lynch, Denis Villeneuve, on a quand même trois créatifs qui ont soit tenté d'adapter, soit adapté Dune. Et j'espère que dans 40 ou 50 ans, on aura une nouvelle adaptation de Dune avec un nouveau créatif du moment et qui proposera quelque chose de très très différent de la version de Villeneuve. Mais c'est vrai que le côté peut-être un peu Ridley Scottien, boueux, médiéval, je pense que si Ridley Scott avait fait ce film-là, on aurait eu quelque chose plus proche de peut-être ce qu'il a fait avec le dernier duel qu'avec Prometheus, quoi. Mm. Ok, intéressant. Après, c'est kiffant de voir le baron Harkonnen sortir de son Ouais. bain de boue. Ça m'a vraiment plu. Il y a un côté cradingue dans les films de Villeneuve, mais c'est très parsemé, c'est très, Mm. c'est pas l'atmosphère générale du film Mm. qui est humide et crade, quoi. On n'est Non, non, pas c'est vrai, dans, c'est vrai. on n'est pas dans, il est difficile d'être un dieu, quoi. Mm. Voilà. Ouais. C'est vrai que les Harkonnen sont, pour le coup, sont assez dégoûtants, mais d'une façon qui est en plus assez différente de Lynch, donc c'est assez intéressant, je trouve. Alors, j'avais une dernière question pour toi, Marty, qui est vraiment, alors, pour rester encore sur les derniers détails vraiment de mise en scène. Dans ta vidéo, il y a vraiment un truc où je me suis dit, ah là là, je suis pas du tout d'accord. C'est que toi, Ouais. tu n'es pas du tout convaincu par le choix qu'a fait Villeneuve. Alors, c'est vraiment un détail, hein, mais le choix qu'a fait Villeneuve de la gestion des monologues intérieurs. C'est-à-dire que Villeneuve, se posant la question de comment je vais les retranscrire, parce qu'il y a beaucoup de monologues intérieurs dans les livres qui sont évidemment retranscrits et qui sont problématiques pour les retranscrire à l'écran. Et lui ce qu'il fait, c'est qu'il dit, bah en fait, ce qu'on va faire, c'est que le personnage va dire ce que dans le livre il pense, il va le dire dans sa langue maternelle. Tu vois, donc avec les Fremen qui vont, le personnage par exemple de Keynes qui va dire dans la langue des Fremen ce que dans le livre il pense, à propos de Paul notamment. Mhm. Et toi, t'as trouvé ça pas très réussi, il me semble. Ah, je trouvais ça carrément raté. Ouais. Ouais, est-ce que tu peux m'en dire plus? Parce que moi, au contraire, je me suis dit, c'est pas con. Tu vois, c'est une bonne manière parce que du coup, le personnage arrive à faire passer cette information-là au spectateur avec quand même cette proximité avec le monologue intérieur qui est que bah, là, Paul ne parlant pas encore Fremen ne comprend pas. Mais parce que dans Dune, c'est un roman de conspiration, c'est un roman où tout le monde est sur ses gardes, tout le monde pense, euh, tout le monde réfléchit à comment il va manipuler l'autre pendant qu'il lui parle. Tout le monde est dans le calcul, et surtout tout le monde est sur ses gardes. Donc de voir Liet Kyne que qui n'est encore connue de personne dans cette séquence, qu'elle est entourée de potentiels ennemis ou pas, enfin tu vois, la voir marmonner et se mettre un petit peu un petit peu à jour et baisser sa garde comme ça, on sent vraiment que dans le script il fallait lâcher cette information et que la contrainte c'était qu'il n'y avait pas de voix off. Donc voilà, moi je trouve ça infiniment plus subtil dans le film de Lynch où juste bah, on entend tout simplement la voix de Marx von Sydow qui dit il connaîtra vos usages comme s'il était né parmi vous. Donc c'est une information pour nous, le spectateur, et dans la diégèse du film, on reste dans cet esprit où tout le monde se regarde un petit peu de côté, on a des sourires polis, on est très cordial, mais attention, on est en face de quelqu'un dont il faut se méfier, on sait pas qui c'est. Donc voir Liet Kyne faire des messes basses comme ça à voix haute, j'ai trouvé ça un peu ridicule, j'ai trouvé que c'était pas très bien amené. Et non, ça m'a ça m'a pas convaincu, c'est pas cohérent avec l'univers du film où tout est très mystérieux, il y a un truc qui se brise quoi, il y a quelque chose qui tombe un petit peu à plat selon moi. Voilà, Okay. j'ai trouvé que la convention de la mais de toute façon, on est dans une époque où la voix off au cinéma est terriblement malvenue et mal accueillie et mal comprise. Enfin après ça dépend, après comme dans des films comme The Big Short ou Le Loup de Wall Street, ça passe mieux parce qu'on est dans des récits où il faut faire passer énormément d'informations. C'est un peu des documentaires, mais quand on est purement dans de la fiction, il y a plus de voix off. On voit pas Star Wars avec de la voix off, on voit pas Blade Runner avec une voix off. D'ailleurs, il devait y en avoir une à la base dans les premières versions du script et
et je sais plus, enfin, c'est Ridley Scott qui s'est battu pour qu'il n'y ait pas cette voix off, parce qu'elle est très mal vue dans ce type de cinéma-là. Mais je trouve une des raisons qui me fait vraiment adorer le film de Lynch, pour le coup, c'est justement cette voix off. Je sais que c'est dingue, mais enfin, voilà, je trouve elle est parfaite. J'aime beaucoup. D'ailleurs, je me suis amusé à mettre la voix off de Paul qui se dit qu'arrive-t-il à Gurney? Là, il ne joue plus. Quand il se bat contre Gurney dans la salle d'entraînement. Et je trouvais que je me suis amusé à la mettre dans le passage du film de Villeneuve et ça m'a éclaté. J'ai trouvé que ça marchait super bien. Donc voilà. Et à l'inclusion, est-ce que tu apprécies aussi dans le film de Lynch les séquences de Irulan au début qui fait de l'exposition en fait? Non, j'ai pas du tout aimé ça. Non, j'ai trouvé, enfin vraiment, c'est ce que je dis dans ma vidéo, on dirait une speakerine, quoi. Elle est face caméra, elle fait de l'exposition pure. Bon, alors c'est très frontal et tout ça, et c'est peut-être plus digeste que des dialogues qui sonnent très creux et artificiels, parce qu'on voit deux personnages se dire des évidences pour eux, mais qui pour nous sont essentielles pour découvrir l'univers. Donc voilà, mais que ce soit ça ou un texte défilant comme dans Star Wars quelque part, bon, ça se vaut, hein, mais voilà, je trouvais que c'était un peu long et très très solennel pour juste nous donner des informations. Peut-être qu'un texte aurait suffi, effectivement. Ouais, putain. Donc, voilà. Ok, très bien. J'ai trouvé, excuse-moi, j'ai trouvé le personnage d'Irulan vachement mieux, justement, dans les films de Villeneuve, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de voix off dans les films de Villeneuve, mais en fait, on a une voix off, c'est celle de Shani au tout début du premier film. Qu'on se rend compte après dans le deuxième qu'en fait c'était pas vraiment une voix off, c'était un dialogue qu'elle va avoir avec Paul après. Ça, c'était très malin, c'était très bien fait. Donc en fait, quand elle dit regarde, on voit l'épice au coucher du soleil, ça c'est la première phrase qu'on entend dans Dune partie 1 en voix off, et en fait on se rend compte que c'est un souvenir de Paul qu'il n'a pas encore eu. Enfin, c'est une projection, c'est quelque chose qu'il a déjà entendu dans ses rêves. Ça, c'est très très malin. Et quand on entend la princesse Irulan à l'ouverture de Dune partie 2, en fait, c'est parce qu'elle, comme dans le roman d'ailleurs, c'est parce qu'elle s'enregistre pour son journal. Donc, c'est une manière assez fine de mettre de la voix off. Ça, c'est bien pensé. C'est dommage que ce soit que à l'ouverture du film et qu'il n'y en ait pas plus. Mais c'est vrai, comme je l'ai dit, encore une fois, c'est très mal vu de mettre de la voix off dans ce genre de récit. Effectivement, dans Le Seigneur des Anneaux, c'est bien qu'elle y soit qu'au début aussi, donc on peut pas avoir une voix off comme ça tout le long du film. Mais j'aimais bien que dans le film de Lynch, on passe d'un personnage à l'autre. Dans une moindre mesure, il y a un peu ça aussi dans les films de Scorsese, quoi, comme dans Casino, où en fait on entend dans Les Affranchis, on entend Henry Hill pendant tout le film, et des fois d'un coup on entend Lorraine Bracco, on sait pas pourquoi. Elle rentre elle aussi dans le métatexte du film pour s'adresser à nous. En brisant les codes de la fiction et voilà. Très bien. Alors on l'a mentionné un petit peu plus tôt et j'aurais aimé avoir vos avis sur cette question, mais donc Villeneuve, on sait maintenant qu'il va adapter également le Messie de Dune, qui est donc le livre qui intervient dans l'intrigue après en fait Dune. Comment vous voyez ça? Quel défi à votre avis ça va poser à tous les points de vue? Évidemment, l'aspect mise en scène va être probablement prédominant, mais voilà, comment vous voyez ça? Quel défi ça va poser d'après vous, sachant que c'est quand même un tome qui est particulier, enfin c'est du quasi huis clos, c'est très politique, c'est plus sombre que le premier. Comment vous imaginez ça, et ça va être quoi le plus dur d'après vous? En fait, c'est très simple. Dune Messie, c'est une conclusion de Dune, du premier bouquin Dune. C'est quasiment un huis clos. Ça se passe 8 ans après. Paul Atreides a beaucoup changé. Donc on avait un espèce de retournement de situation un peu à la Game of Thrones, ce qui a inspiré George R. R. Martin. Et c'est un livre où il se passe pas grand-chose. Moi j'adore, hein, le Messie de Dune. Je trouve que c'est là où on commence à découvrir le côté un peu délirant de cette saga, parce que en fait les gens connaissent principalement le premier. Et les fans hardcore vont préférer l'Empereur Dieu, la Maison des Mers, dans le côté plus philo en fait de Dune. Parce que Dune a a une vraie réflexion sur sur la philosophie politique, sur une vision de l'histoire. C'est quand même une œuvre assez complexe. Et dans le Messie de Dune, on commence à approcher cette complexité-là. Moi, je trouve que c'est génial. Après, c'est très non cinématographique. Ouais. Donc, je pense que je serais pas étonnant que
Denis Villeneuve peut-être mettre quelques scènes d'action, quelques scènes de la croisade des Fremen, Mm. qu'on voit des choses comme ça pour un peu, voilà, pour un peu ajouter un peu de tension narrative. Après, on connaît le final va être génial, donc ça c'est top. Mais c'est vrai que c'est casse-gueule parce que c'est un roman où il se passe pas grand-chose, mais qui est la vraie conclusion de Dune. Hmm. Marty, tu l'as lu, Le Messie aussi Et non, non, justement, je l'ai pas lu. Ok. Comme je dis, j'ai lu que le premier, c'est pour ça que mon intervention va être très brève. Moi, je suis très très curieux justement parce que quand Lloyd m'a parlé du Messie de Dune, je suis du coup d'autant plus curieux. Et je pense que ça va enfin asseoir l'idée que Dune n'est pas du tout un blockbuster de divertissement, mais que c'est un film très cérébral, très sombre et très très rugueux parce que j'ai beaucoup entendu les gens dire on s'attache pas aux personnages, c'est un des principaux axes que je défends dans ma vidéo. On n'est pas là pour s'attacher à ces personnages, ils sont pas forcément aimables Mhm. et c'est pas des gens, voilà, c'est pas les hobbits de la comté, c'est pas les sorciers de Gryffondor qu'on voit se défendre légitimement des forces du mal. Je veux dire, les forces du mal dans Dune, ils sont également incarnés par ces protagonistes-là. Enfin, après, le mal, qu'est-ce que c'est? Justement, c'est un des sujets de Dune, c'est qu'il n'y a pas cette notion de bien et de mal. C'est moi qui ai en horreur le manichéisme sous toutes ses formes. C'est justement une des choses qui me séduit énormément dans Dune, c'est voilà, être réfractaire au manichéisme à ce point-là. Hmm. Donc, en termes de philosophie, oui, enfin, j'ai hâte de découvrir, mais je pense que je vais lire le roman avant la sortie du film. Mhm. Mais voilà, je suis très curieux de ce qu'il va faire. J'ai un petit peu peur que les producteurs l'enjoignent à faire des sortes de flashbacks puisés dans d'autres romans pour faire des scènes d'action et que justement on n'ait pas l'audace de faire un vrai huis clos de science-fiction. Hmm. Voilà. Ok. Déjà le terme huis clos de science-fiction, moi Oui. ça m'éclate, j'aimerais bien savoir à quoi ça ressemble. J'ai pas envie d'un film qui s'éparpille juste pour s'éparpiller. Ce serait dommage. J'aime beaucoup. D'ailleurs, si je me trompe pas, le roman est vachement fin. En fait, il a fait alors que le premier Dune, c'est un pavé, quoi. Mais Mhm. Là, c'est le beaucoup plus Messie, petit, ouais, Le Messie. ouais, mais en fait, il a fait ce roman pour expliquer ce que les gens n'avaient pas compris dans son premier roman. Si Absolument. j'ai bien compris, voilà. Ouais, ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il a pu dire en interview. Moi, j'avais écouté beaucoup d'interviews pour ma vidéo sur Dune, sur la philosophie de Dune. Qui m'a beaucoup aidé pour ma vidéo à moi, hein, je tiens à le Ouais, ben, préciser. tu m'as crédité je te Voilà. remercie d'ailleurs, tu m'as crédité dans la description. Ouais. Et en fait, c'est exactement ce qu'il dit. Un de ses regrets, c'est qu'il disait, mais en fait, les gens, il racontait, donc, dans les années 60-70, que les gens lui disaient, ah, j'adore Paul, c'est génial et tout, et que, en fait, lui disait, ben non, c'est pas un héros, Paul. Enfin, c'est un peu plus fin que ça, parce que ce que dit vraiment Herbert sur Paul, c'est que malgré que effectivement ce soit quelqu'un qui a été élevé avec plutôt des bonnes valeurs, que ce soit un personnage qui ait une morale, et ben, quelque part le pouvoir corrompt même les personnes vertueuses. Oui. Et donc il en viendra malgré tout à faire des choses qui sont répréhensibles. Parce que même avec les meilleures intentions du monde, en fait, on ne peut pas mettre autant de pouvoir dans les mains d'une seule et même personne. C'est plutôt ça le message. Parce que quand même, je pense qu'il faut nuancer. Il y a une part de, alors je sais pas si on peut dire de manichéisme. En tout cas, c'est pas purement une œuvre relativiste. Tu vois, il y a quand même une différence entre les Harkonnen et les Atreides. Les Harkonnen sont quand même bien pires. Tu vois, il n'empêche que le destin de Paul, c'est d'engendrer un djihad à travers la galaxie. Donc tu vois, c'est quand même extrêmement grave. Oui. Après, je suis d'accord avec toi. Évidemment qu'il y a un sens moral, on en a tous, que Herbert en avait probablement un. Et cela dit, à la fin d'une partie 2 de Villeneuve, pour reparler de cinéma, je trouvais que c'était quand même flagrant sa volonté de Villeneuve d'appuyer sur le fait que à la fin du film, on se dit ouais finalement Harkonnen, Atreides, déjà c'est la même branche généalogique, c'est la même famille, mais en plus ils sont tout aussi euh, peu recommandables les uns que les autres. Enfin, je veux dire, la mère Jessica dans Dune partie 2, c'est vraiment une engeance maléfique, quoi. Elle est vraiment filmée comme ça, elle est vraiment montrée comme ça, et c'est vrai que Villeneuve fait beaucoup d'efforts pour qu'on comprenne à la fin de Dune partie 2 que Paul n'est pas un héros, bien au contraire, que c'est un fasciste et que c'est un dictateur en puissance. Donc, je me demande
parce qu'il a voulu tellement, enfin, à travers le regard de Chani, qui est beaucoup dans l'avertissement, dans l'alerte, etc., on comprend où il veut en venir, et on comprend qu'il a voulu réparer, qu'à la fin de son film, on n'ait pas de doute sur le fait que Paul est euh, que Paul c'est le mal, tout simplement. Et donc du coup, je me demande bien comment il va prolonger ça dans Dune Messia, parce que là, pour le coup, si on est un petit peu attentif, on l'a vu dans le film précédent que Dune n'est pas un héros, que Paul, pardon, n'est pas un héros. Ok. Très bien. Bon, on est à peu près déjà à 1 heure d'interview, donc je voulais pas qu'on fasse trop long. J'aurais évidemment 15 000 questions, j'en ai beaucoup plus sous les yeux sur mon script, mais je pense qu'on peut s'approcher d'une conclusion. J'aurais bien aimé savoir, du coup, que ce soit dans les films ou dans les livres de Dune, est-ce qu'il y a peut-être une scène qui vous a particulièrement marqué? Marty, tu as déjà un peu répondu, je pense, mais voilà, quelque chose qui pour vous résume l'essence de ce qu'est Dune. Si vous deviez choisir une scène comme ça, qui vous a particulièrement marqué de ce point de vue-là et qui est vraiment ouais, c'est ça, l'exemplification de ce qu'est le message de Dune, ce serait laquelle? Vas-y, Lloyd. Moi, une image qui me marque dans Dune, je pense que c'est le début en fait, c'est la fameuse boîte. Le Gomme Jabbar? Ouais, le Gomme C'est marrant, moi Jabbar, aussi. je trouve que c'est un peu la séquence. C'est la fameuse séquence où on commence où. Enfin, en fait, je me suis souvent posé la question, est-ce que j'arriverai à tenir de douleur Ouais. dans la boîte, la main dans Ouais. la boîte avec un gomme jabbar sur le cou, sous le cou. Mais ouais, je trouve que cette séquence est vraiment. Ouais, j'adore aussi. C'est le moment où l'aventure commence en fait. C'est le moment où Là, l'aventure on parle du roman, on parle des films, on parle en Des deux. général. D'accord, ok. des deux. Ouais, moi c'est vraiment cette séquence qui me marque. Ouais. Tu la Cette trouves séquence. réussie dans le Villeneuve? Ouais, je la trouve réussie parce que comment elle a amené l'esthétique, Mm. ce côté un peu terrifiant, les sorcières du Bene Gesserit qui sont, je trouve, un ordre, enfin, c'est les Jedi avant l'heure, hein, finalement, le Bene Gesserit dans un certain degré. Je trouve que c'est vraiment une ordre de femmes que je trouve passionnant, Mm. qui est vraiment intéressant. Et ouais, moi j'aime vraiment bien cette séquence qui me marque à chaque fois. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Et je la trouve très réussie chez Villeneuve. Et Ouais. Marty, du coup, tu avais mentionné une scène tout à l'heure, mais peut-être c'est Alors, pas forcément la plus marquante pour toi. oui. Laquelle? Si je me trompe pas, alors attends, je vais faire appel à ma mémoire là. Qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure? J'en ai cité plein, c'est pour ça. Donc. Oui, c'était Ah avec oui, le oui, navigateur. oui. C'était avec le Oui, bien navigateur. sûr. Bah, c'est cette scène-là qui m'a le plus marqué de toute mon expérience avec le navigateur dans ce bocal. Ouais. Ouais, Évidemment, il y a aussi la scène du Gob Jabbar dans le film de Lynch que je trouve extraordinaire. Il y a vraiment un côté Cronenberg avec cette main qui fond, tout ce ouais, sang, cette fumée. Moi, ça m'avait terrifié quand j'étais jeune. Et Mm. surtout, le look de la révérende mère qui est incroyable. Que, avec enfin, cette coiffe, ce crâne rasé, ben, vraiment, elle est mais vraiment terrifiante. Et pour le coup, je suis vraiment en désaccord avec vous fondamentalement sur la scène du Gob Jabbar de Villeneuve, que je trouve mais fade, mais complètement à côté de la plaque. Enfin, euh, euh, il y a juste Charlotte Rampling avec un voile grillagé. Voilà, on la distingue même pas. Il y a juste après des espèces de flash de flash forward d'images de feu. Enfin, c'est avec juste Timothée Chalamet en sueur. J'ai trouvé ça terriblement. Ouais, c'est là où je vais commencer à avoir peur. J'ai vu cette scène et j'ai fait ah ouais, là ça, on plafonne vite. Il y a pas vraiment d'inventivité quoi. J'ai trouvé ça très dommage. Et puis la musique, je la trouve insupportable. Ça, c'est aussi quelque chose que je dis dans mes vidéos, mais voilà. Donc ouais, non, pour le coup, j'aime pas du tout la scène du gomme. Mais par contre, la scène du gomme Jabbar, c'est une des scènes les plus marquantes dans le roman, je trouve. mm. Ok, très bien. Donc voilà. Très bien. Eh bien, pour conclure, j'ai une question finale qui est plus une question d'ensemble. Si on prend Dune comme une œuvre transmédia, comme on dit, c'est-à-dire comme vraiment un ensemble en fait de déclinaisons à la fois qui partent des romans et qui se déclinent en séries, en films, etc. Est-ce que d'après vous, dans ces différents supports, il y a et disons dans l'acceptation globale du grand public, est-ce qu'il y a des thématiques qui sont traitées dans l'œuvre ou dans les œuvres, on va dire plutôt, qui passent un peu inaperçues
Voilà, qu'est-ce qu'on ne dit pas assez sur Dune? Peut-être Lloyd, si tu veux commencer. Qu'est-ce qu'on dit pas assez sur Dune? Ouais. Je pense que c'est la dimension. En fait, les gens s'arrêtent souvent sur les deux premiers volumes, et particulièrement le premier. Donc, ce qu'on dit pas sur Dune, c'est toute la dimension philosophico-cryptique qu'on ressent, je pense, de l'extérieur. En tout cas, moi, un truc que j'avais ressenti quand je m'étais intéressé à Dune au début, c'est que je trouvais il y avait quelque chose de compliqué, voilà, de cryptique dans Dune. Et je pense que c'est une œuvre assez cryptique, qui est plus profonde qu'elle en a l'air. Et ça participe à ce côté non grand public de la saga. Un peu quelque chose d'initié. Voilà, qu'en fait, parce que souvent les gens vont se concentrer sur le premier, qui est un des romans les plus vendus en France, et plus global, un des romans les plus vendus de science-fiction d'un point de vue général. Mhm. Mais par contre, c'est vrai qu'on parle plus des enfants de Dune, de l'Empereur Dieu, de la Maison des Mers, des héritiers, des hérétiques. T'as l'impression comme si en fait les gens ne pensaient qu'à Dune, le premier roman qui est le plus classique finalement, qui est le plus classique, c'est vraiment le grand roman d'aventure par excellence de science-fiction. Mais c'est vrai que la partie plus étrange, dérangeante, là, on n'en parle jamais, donc je pense que c'est ça, moi, Hmm. qui à chaque fois qu'on oublie de parler, qu'on pense à Dune. Ok. Marty, qu'est-ce que t'en penses? J'ai pas un regard assez érudit sur Dune pour pouvoir en parler avec pertinence, parce que j'ai lu, comme je vous dis, j'ai lu que le premier roman, Mhm. donc ça me prive d'un point de vue global. Euh, Après, ce qu'on dit pas, la question pour moi, ce serait qu'est-ce qu'on dit pas assez à propos du premier roman. Je pense quand même que le premier roman, on lui a grandement rendu justice et il est finalement très médiatisé, surtout avec ces deux films qui viennent de sortir. Donc j'ai l'impression quand même que toutes les thématiques, que ce soit évidemment l'écologie, qui est le mot qu'on entend sans cesse quand on parlait de Dune pendant toute la promo à chaque fois, dans tous les éditos qui ont abordé Dune parlent d'écologie en premier lieu. Il y a évidemment la question de la montée du fascisme. Euh, et je trouve que c'était l'aspect le plus intéressant de ce roman, parce qu'on est dans une époque où on est dans un moment où on parle que de fascisme tout le temps, et tout le monde a sa petite idée très arrêtée sur ce qu'est le fascisme. Et justement, Dune nous montre que c'est pas aussi compliqué, c'est pas aussi facile que ça de le déceler, et qu'il faut se méfier de où va notre allégeance. Donc ça c'est un des aspects qui me passionne le plus. Et évidemment, il y a la question de l'intelligence artificielle et de l'IA, voilà, qui Hmm. là maintenant est incontournable. Et c'est au moment de la démocratisation de l'IA que Dune nous parle de ce qui va être le djihad butlérien, qu'on a déjà vu dans Matrix, où c'est la Mhm. révolte des hommes contre les machines. En fait, c'est ça Matrix, hein. La saga Matrix, c'est le djihad butlérien en trois parties, quoi. Donc voilà. Euh, ouais, c'est tout. Ça C'est te tout pour semble moi. bien? Ok. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à vous deux. Donc, je redirige évidemment les auditeurs auditrices vers vos contenus respectifs. Donc, Lloyd, on peut te retrouver évidemment dans C'est plus que de la SF, ton podcast. Également, donc, tu l'as mentionné en début d'interview, Métal Hurlant, pour les amateurs de bande dessinée. Et Marty, bien sûr. Et je mettrai évidemment des liens en description vers tout ça. Et Marty, également, vers ta chaîne, La Séance de Marty. Merci beaucoup de votre participation. C'était passionnant. Et à bientôt. Et merci beaucoup. Merci. Si vous aimez mon travail et que vous voulez me soutenir, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez attribuer une note et suivre Nouveau Paradigme sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et YouTube, ou bien vous pouvez simplement le partager à vos amis et vos proches. Le bouche à oreille aide toujours. Enfin, vous pouvez financer le podcast en vous rendant sur ma page Patreon ou Tipeee. Et quel que soit le soutien que vous m'apportez, merci. C'est vraiment grâce à vous que mon travail peut continuer à exister et se pérenniser.